Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur pour cette nouvelle patrouille. Au programme du jour, on va parler du handicap, des handicaps dans le Trône de Fer. Alors on va se concentrer principalement sur la saga principale, même si on se permettra quelques écarts. Alors pourquoi? Alors que dans les invités de la garde de nuit, nous allons retrouver Eridan Coucou les gens. et Babar des Bois, Bonjour. qui sont normalement tout à fait, on va dire, aptes à parler de tout ce qui entoure le Trône de Fer, eh bien parce qu'on a une invitée. Et cette invitée, eh bien c'est Symphonie, de l'Imaginarium de Symphonie. Salut. Salut, merci pour l'invitation. Eh bien avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas tout à fait? Alors oui, donc moi c'est Symphonie. De base, je suis une grande lectrice d'imaginaire et surtout de fantasy, avec une prédilection pour la fantasy épique et la fantasy classique. Donc j'aime la fantasy sous forme surtout littéraire, mais je m'intéresse aussi aux mangas, aux animés, aux jeux vidéo, aux films, séries, etc. Et donc j'ai un blog en fait depuis quelques années. Également, je parle de tout ça. Et j'écris aussi un cycle de fantasy depuis une vingtaine d'années. Et donc, pour en revenir sur le sujet de l'émission, donc je suis aussi handicapée. Donc, c'est-à-dire que je suis autiste et j'ai plusieurs maladies chroniques, dont ce qu'on appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os, qui est une maladie des tissus conjonctifs, comme le syndrome de Marfan, en fait, dont était touché Drozo. Oui. Donc, Tout à fait. Drozo, qui est donc du coup un membre de la garde de nuit qui nous a malheureusement quittés il y a un an à peu près. Et donc vous pouvez lire le texte, on va avoir l'occasion d'en parler plusieurs fois, qui avait écrit un texte qui était sur le forum, qu'on a passé sur le blog à l'occasion, donc il y a un texte qui n'est pas terminé malheureusement, mais qui nous peut donner une petite idée de ce qui va nous intéresser ici, c'est-à-dire les représentations du handicap dans la fiction, puisque lui c'est ça qui l'intéressait. Donc nous on va s'intéresser au Trône de Fer, et on espère pouvoir mettre en place une deuxième partie qui étendra un peu ça à différents univers fictionnels et comment est-ce que ça se place, comment ces représentations se placent dans le paysage littéraire, cinématographique aujourd'hui qu'on peut retrouver autour de la fantasy de manière générale. Sinon, donc oui, cette première partie donc est sur le Trône de Fer. Moi, le Trône de Fer, je l'ai lu, donc j'ai lu les 5 tomes principaux. J'ai vu aussi la première saison de House of Dragons, pas encore la deuxième, d'où le fait qu'on va rester sur la série principale. Donc de base, de la fantasy épique avec beaucoup de tomes, avec beaucoup de personnages et avec des dragons. Moi, ça m'intéressait beaucoup puisque c'est tout à fait dans ce que j'aime lire. C'est quelque chose que tu as découvert par le biais de la littérature ou de la série quand il y a commencé à y avoir la hype en 2011 du coup? De la littérature du coup, Okay. Parce qu'à l'époque j'étais en grande ville, donc avec un meilleur accès à des librairies un peu plus spécialisées. Et donc c'est en flânant dans les rayons, en fait, tout simplement, le Trône de Fer était plus ou moins mis en évidence avant même qu'il y ait la série. Et du coup, je l'ai pris un peu par hasard et dès le premier tome du découpage français de l'époque, j'étais dedans, quoi. Donc et après, j'ai enchaîné un petit peu sur tous les tomes qui étaient sortis à cette époque. Ok. Et du coup, est-ce que tu as on va dire c'est la question un peu traditionnelle qu'on pose aux gens qu'on a comme invités dans le podcast, mais on va dire une affinité particulière avec une maison ou avec des personnages ou quelque chose comme ça? Alors, j'aime beaucoup la famille Stark. Okay. De base. C'est une constante dans les invités de cette saison, moi j'ai l'impression. Oui, je pense que ça ne m'étonne pas trop. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnages quand même assez attachants qui sont globalement du bon côté du mur, on va dire. Donc voilà. Après, il y a quelques personnages que j'aime beaucoup dans d'autres maisons, bien sûr, comme Tyrion, par exemple. Mais voilà. Et du coup, toi, tu as l'occasion de parler de tout ce qui est représentation du handicap sur ton blog, au niveau des articles, pour les gens qui cherchent à se renseigner un peu sur le sujet. Donc de base, en fait, c'est pas forcément ma ligne éditoriale dédiée. À la base, c'est vraiment pour parler d'imaginaire au sens large. Donc c'était un peu à la base prévu comme un journal de bord, simplement de mes lectures, pour essayer aussi de décortiquer ce que j'aimais ou non dans une œuvre.
Et donc c'est surtout quand moi j'ai eu mes diagnostics en fait, parce que pendant très longtemps j'étais en errance médicale, donc sans savoir en fait que j'étais handicapée. Et c'est justement quand j'ai commencé à avoir mes handicaps, enfin mes diagnostics plutôt, que j'ai réalisé que le manque de représentation était aussi avait aussi une influence là-dessus en fait, parce que pour donner un exemple sur l'autisme par exemple, moi j'avais une grande méconnaissance du sujet. J'aurais jamais pensé que ça pouvait s'appliquer à moi, puisque les représentations qu'on a sont pas couvrent pas un large spectre en fait de profils. Et là-dessus, j'ai commencé à m'intéresser donc aux représentations et entre autres dans l'imaginaire, puisque c'est les littératures que je préfère. Et comme j'écris aussi de la fantasy, j'ai commencé aussi un peu plus à creuser le sujet. Pour moi, dans l'écriture, inclure un peu plus de personnages handicapés du coup, et si possible les écrire à peu près correctement. Ce qui n'est pas toujours facile, et on va voir un peu juste dans le podcast comment est-ce que Martine s'en tire alors que on est sur un bouquin qui prend ses racines dans les années 90, donc on est quand même très loin. C'est ça. Désolé, je vais faire le truc qui pique un peu comme à chaque fois, mais on est quasiment 35 ans plus tard. Voilà, on est sur une œuvre qui commence à être moins d'actualité, mais qui garde quand même, par certains aspects, on va développer comment, on va dire certains points de vue, j'ai pas envie de dire visionnaires, mais en tout cas plutôt alerte sur certains types de situations, quoi. Voilà. Non, et puis surtout, comme souvent chez Martine, une diversité des personnages qui permet d'explorer pas mal de trucs à droite à gauche. Donc, mais on en discutera justement. Voilà. Et bien, puisque tu as la parole, Babar, peut-être que tu souhaitais dire un petit mot sur le point de départ que j'ai évoqué brièvement, qui est l'article de Drozo. Ouais, en fait, voilà, Drozo, donc c'était en décembre 2023, il avait publié son essai sur le forum de la garde de nuit, sur la représentation des handicaps dans la fiction, avec ce qu'il avait tenté de faire, c'était une forme de typologie des clichés qu'on retrouvait, et dans la deuxième partie, quels sont les éléments, les fictions qui lui plaisaient lui en termes de représentation du handicap et qui l'avaient particulièrement touché. Et effectivement, après son décès, on a voulu publier en forme d'hommage ce texte. J'en profite aussi pour dire que ce texte devrait bientôt paraître dans sa version anglaise, puisqu'on essaye de l'élargir au maximum. Et en fait, c'est aussi un petit peu dans cette lignée que on voulait que la question en fait cette question-là qui nous avait amené effectivement qu'on se pose pas forcément toujours d'emblée, parce qu'on parle beaucoup de représentation des femmes par exemple, ou de représentation des personnes racisées, des minorités sexuelles, etc. Mais c'est vrai que le handicap il fait pas partie des éléments malheureusement, mais auxquels on pense pas toujours. Donc c'était aussi une façon de creuser le sujet, dans la continuité de cet article, et en repensant évidemment à Drozo. On va se lancer dans cette exploration de comment est-ce que Martine traite tout ça. Et justement, cette fois, je vais passer la parole à Eridan. Comment ça se passe dans l'univers de Martine ? Comment est-ce que Martine, de manière générale, écrit, pour faire quelques petits points un peu globaux sur la question ? Je vais faire une entrée en matière très générale. C'est un axe auquel il a pensé, c'est un axe auquel il a réfléchi. Martine a tendance à écrire des personnages qui sont marginaux, ou en tout cas qui présentent des qualités marginales au sein de la société dans laquelle ils vivent. Alors, la plupart des personnages qu'on va suivre sont quand même issus de la noblesse, sont quand même, en plus de ça, de la très grande noblesse. Les Lannister, les Stark. T'es en train de me dire qu'on parlera pas des Castelfoyer ? Super. Non, pas cette fois. Mais il y a quand même une sorte d'axe. Chacun d'entre eux va porter sur lui une caractéristique qui va pouvoir être analysée comme une tare par certains, ou comme une difficulté. Tyrion, c'est son anisme. Bran, très vite, devient paraplégique. Jon, c'est sa bâtardise. Daenerys, c'est une exilée, etc., etc. Donc, il y a une vraie construction autour des personnages, et notamment une vraie construction autour du handicap, qui est un peu résumée par Tyrion dans une formule qui est restée célèbre, quand il dit qu'il a un faible pour les infirmes, les bâtards et les choses brisées.
Voilà. Et c'est des choses qu'on va retrouver d'ailleurs dans le reste de la bibliographie de Martine. Babar, toi là-dessus, t'es un peu plus calé, ouais. Ouais, sur le reste de sa bibliographie, parce que Martine, il a d'abord eu une grosse carrière de novelliste et de romancier. Il a écrit quelques romans. C'est aussi une thématique qu'on va trouver dans pas mal de ses romans. Et à ce titre, il y a une série, alors qui est pas écrite que de lui, mais une série qui est hyper importante dans ces questions de représentation de personnages porteurs de handicap. C'est la série Wildcards, qui est une série fleuve, qui est en fait un regroupement de nouvelles de plusieurs personnages. À l'origine, c'est un jeu de rôle qui a été mis sous forme de roman, dont George Martin est l'éditeur. Ça fait quand même un bout de temps qu'il n'écrit plus dedans, mais il reste à l'édition. Et en fait, le principe de Wildcards, on vous mettra un article qui avait été écrit par Drozo sur la présentation de Wildcards. Le Wildcard, en fait, le principe, c'est qu'il y a un virus qui est venu sur Terre. Les personnes qui l'ont infecté, 90% des personnes infectées par le virus sont décédées. 9% des personnes infectées ont subi une transformation délétère qui va de trucs très très légers à côté. On a par exemple un personnage qui devient tout transparent. La peau devient transparente, ce qui fait qu'on voit tout l'intérieur de son corps. Et 1% des personnages ont eu des transformations qui amènent à des formes de super pouvoirs. Donc le fait de pouvoir arrêter le temps, le fait de pouvoir voler, de pouvoir changer d'aspect. Et en fait, on va suivre à chaque fois plusieurs de ces personnages qui ont les deux formes en fait de transformation, et on va voir comment est-ce que ils sont vus par la société qui doit les intégrer ou les rejeter, comment est-ce qu'ils sont utilisés par la société, quel est leur rapport et leur adaptation, les formes dont ils s'adaptent à leur changement. Ça se passe en plus dans un contexte où les premiers tomes, c'est pendant la guerre froide, donc aussi avec un contexte géopolitique d'affrontement entre les États-Unis et l'URSS. Sachant que Wildcard, ça renvoie à l'expression c'est le Joker, vraiment, en français, et il y a derrière le titre l'idée que c'est un peu la loterie et que tout le monde ne va pas vivre cette situation-là de la même manière. Un autre ouvrage qu'on pourrait rapprocher du Trône de Fer par sa thématique, c'est tout ce qui est autour de Windhaven. Alors pour le coup, il y a pas mal de choses dans le livre sur plus la figure de l'outcast, du coup du paria, que du côté du handicap à proprement parler, mais l'univers de Windhaven, c'est quand même des personnages qui vivent sur une planète essentiellement, on va dire, océanique, donc avec de l'eau partout, et donc les personnages qu'on suit sont, et notamment le personnage qu'on suit, ce sont des messagers qui portent avec eux des ailes d'argent qu'ils se mettent sur les bras et qui vont du coup avoir une neutralité absolue en termes politiques par rapport à tous les enjeux qu'il pourrait y avoir entre les différents royaumes disséminés sur la planète. Et va se poser la question de comment ça se passe quand il y en a un qui tombe, comment on fait quand on s'est pété le bras, qu'est-ce qu'on devient. Donc c'est des thématiques finalement qu'on va retrouver dans le Trône de Fer, pour le coup. Et puisqu'on parle de Trône de Fer, je vais repasser la parole à Eridan pour le coup sur la thématique. Qu'est-ce qu'on trouve dans le Trône de Fer comme, on va dire, typologie de handicap tout au long de notre histoire? Il y a énormément de choses, et une fois de plus, c'est une saga qui se révèle dans sa variété et dans sa diversité des représentations. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on ne s'était jamais trop penché sur le sujet, et là, depuis la publication de l'article de Drozo, depuis qu'on a commencé davantage à s'intéresser à ces questions-là, on a entamé un travail notamment au niveau du wiki sur la catégorisation des personnages en fonction de leurs caractéristiques. Et par caractéristiques, j'entends à la fois les caractéristiques qui n'impliquent pas un handicap ou une situation qui sera vécue comme handicapante, mais aussi les caractéristiques qui vont pouvoir être handicapantes pour les personnages. Entendez par là que on a monté des catégories de personnages qui ont les yeux verrons, de personnages qui sont bâtards, de personnages qui sont bossus, boiteux, bègues. Et alors c'est une catégorisation qui a beaucoup de limites, parce que
au sein d'une même catégorie, vous allez pouvoir avoir des personnages qui vont partager une certaine expérience du handicap, et d'autres au contraire qui vont vivre une autre forme de situation handicapante. Par exemple, parmi les boiteux, on aura l'occasion d'en reparler, il y a des personnages qui sont nés avec une malformation au niveau du pied, qui sont nés avec un pied beau, et à l'inverse, on va trouver aussi des personnages qui sont simplement vieux, qui ont un problème à la hanche, et donc cette maladie-là va amener un boitillement dans leur démarche. Donc c'est vraiment un travail qui est à la fois très passionnant, mais aussi qu'il faut, je pense, quand même relativiser et prendre avec un petit peu de recul, déjà parce que c'est un travail qui est encore incomplet, mais qu'en plus de ça, la réalité du handicap est extrêmement multiple, est extrêmement variée, à la fois dans la réalité, mais aussi et surtout dans le trône de fer, ou l'inverse d'ailleurs. Et du coup, c'est cette catégorisation, c'est pas du tout une idée de créer un tiroir dans lequel ranger les personnages. L'idée, c'est plutôt d'essayer de créer des liens entre eux et de montrer que il n'y a pas au sein d'une même catégorie, il peut y avoir plutôt énormément de personnes, une très grande variété de personnages qui vont partager cette même caractéristique. Alors si on doit un petit peu comme ça rapidement évoquer les caractéristiques qu'on a catégorisées jusqu'à maintenant, en tout cas les caractéristiques qui impliquent un handicap, qui soit physique ou social ou cognitif ou autre. Je peux citer en rafale les aveugles, les bâtards, les boiteux, les bossus, les personnes atteintes de bégaiement, les personnes qui ont simplement le dos voûté, les personnes édentées, parce qu'il y en a, les estropiés, les goutteux, les lépreux, les malentendants, les malvoyants, les muets, les mutilés de toutes sortes, avec un focus sur les borgnes, les eunuques, les mutilations de la langue, les mutilations de la main qui amènent donc à être généralement définies comme manchots, les mutilations du nez, les mutilations d'une ou de deux oreilles, on a deux catégories distinctes pour ça, les personnes atteintes de nanisme, les simples d'esprit, les sourds et les personnes qui ont des yeux verrons. Alors ça, c'est pas extrêmement handicapant, pourrez-vous me dire, mais ça implique quand même des conséquences d'un point de vue social. Si vous avez réussi à suivre ce petit énoncé, vous remarquerez très certainement qu'il manque encore beaucoup de choses. À aucun moment on évoque là pour le moment la folie, parce que j'ai pas encore bien défini la notion et je veux pas créer cette catégorie-là trop vite. De la même manière, le gigantisme n'est pas encore abordé, donc c'est encore un travail en construction au niveau du wiki. Et c'est un travail qui est d'autant plus compliqué que on a affaire à une saga qui est médiévale fantastique et qui donc utilise des termes qui sont médiévaux fantastiques comme infirme. C'est un terme qu'on trouve qui n'est pas beaucoup forcément dans le corpus. À utiliser dans la réalité. Et je me refuse à créer une catégorie infirme, c'est hors de question. Donc effectivement, c'est aussi un travail qui nécessite pas mal de réflexion d'un point de vue de comment est-ce qu'on va le présenter, parce qu'il faut rendre l'information accessible, c'est le but du wiki, mais d'un autre côté, il faut la rendre accessible et ne pas fausser la représentation. Voilà, le but est d'avoir une représentation quand même moderne et actuelle. Donc c'est un long travail de réflexion. Voilà. Oui, et puis j'imagine que sur des trucs comme la folie, en plus, t'as toute l'idée qui pour l'instant n'a pas vraiment de réponse de est-ce que chez les Targaryen c'est un truc qu'ils ont récupéré à Valyria ou pas, tu vois, typiquement. Donc je pense qu'effectivement c'est exactement ça. Faut faire attention à ce qu'on fait, quoi, effectivement. Exactement, et puis il y a des degrés, il y a des intensités, il y a aussi énormément de rumeurs sur les personnages qui courent et qui circulent dans la société de Westeros, et voilà, est-ce qu'on peut considérer que parce qu'un personnage les a traités de fous, les frères Greyjoy sont vraiment fous? Ça pose question, voilà. Non, et puis qu'est-ce que la folie?
Oui, même dans la réalité, c'est assez difficile à définir. Et puis, En préparant ce podcast, on a quand même essayé de faire pas des grosses catégories, mais alors plutôt des regroupements pour pouvoir traiter du sujet sans y passer des semaines et pouvoir proposer quelque chose qui soit pas juste du catalogage. Abar, toi de ton côté, quelle grande catégorie tu pourrais faire un peu pour présenter, on va dire, les types de handicap qu'on a dans le trône de fer. Alors le premier auquel on pense souvent à la fois en réalité et qui est visible en fait, ça va être le handicap physique. On en a, disons, deux grandes catégories dans le trône de fer, à la fois ceux qui sont de naissance, où on est avec ce qui sera considéré comme un handicap parce que la société n'est pas adaptée à, et ceux qui ont un handicap acquis, c'est-à-dire suite à la perte suite à une maladie ou suite à des actes soit de guerre. On est quand même effectivement sur une société alors médiévalisante, donc on va avoir des personnages qui vont perdre une main, je ne vise personne, et parmi, alors on a essayé de c'est difficile de ranger dans les catégories, mais parmi les personnages en fait très connus, on a Tyrion, qui est atteint de nanisme, qui est un des personnages principaux, un des principaux points de vue, donc qui est assez central dans la réflexion, et pour lequel d'ailleurs la question du nanisme est une question centrale à la fois dans son arc narratif et dans la construction de son propre personnage. On a Sol aussi, Sol qui est un personnage qui arrive dans le dernier tome, A Dance with Dragon, l'intégrale 5, et qui elle aussi est atteinte de nanisme, et qui en fait va justement confronter sa propre vision à celle qu'a Tyrion, et justement il en sort des réflexions qui sont assez intéressantes. Inversement, les personnages qui sont grands, mais alors qui sont où en fait ils vont être mal considérés par la société, notamment les frères Clegane qui sont grands, qui sont immenses, et ça participe à leur vision des deux frères comme étant des monstres. On a Dunk dans Dunk et l'œuf, et où là on est plutôt sur une dévalorisation personnelle. Dunk qui dit qu'il est bête comme une porte de prison, mais qu'il est très très grand. Et le personnage de Brienne aussi, qui alors parce que c'est une femme et qu'elle est plus grande que ce qu'on attendrait d'une femme, est pas mal discriminée. Parmi les personnages aussi qui ont d'autres... alors, est-ce qu'on peut parler de malformation ? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas... Je pense que ça fait partie des handicaps congénitaux, qu'on a à la naissance, en fait. Donc, effectivement, on a, parmi les handicaps de naissance, on a la question du pied beau. Donc, un des pieds qui ne fonctionne pas bien, qui pousse pas bien. Avec Larys Fort, qui a été beaucoup mis en avant par House of the Dragon, on en reparlera. Ou le personnage de Lothar Frey dans la saga principale. Si on va gratter un petit peu dans le lore du Trône de Fer, on a Maëlys le Monstrueux qui est né avec une deuxième tête sur son épaule, et pareil là ça participe à la construction d'un personnage comme étant monstrueux. Le nom son surnom est assez explicite, et on a des personnages aussi qui sont muets. On a Wexspike dans la saga principale, et si on sort un petit peu du cadre humain, on a Fantôme, le loup muet. Parmi les handicaps acquis, alors on en a vraiment vraiment beaucoup dans la saga, parce que ça c'est un ressort narratif que Martin utilise beaucoup, c'est que les personnages acquièrent au cours de leur vie un handicap. Que ce soit suite à une maladie, Doran Martell qui est atteint de la goutte, donc une maladie, alors je crois que c'est neurologique, qui atteint les... la goutte, je crois que c'est des cristaux en fait qui viennent se mettre dans les articulations et qui provoquent du coup des douleurs et des difficultés au niveau de ces articulations là en fait. Sur les articulations. Une déformation. Ouais. Ou alors Shorin qui a été atteinte de grise écaille et qui en a porté des séquelles. Et après on a tout ce qui est cicatrices ou blessures de guerre ou en tournoi. Le plus évident étant Jaime Lannister qui perd sa main de combat, ce qui
définit aussi en partie son personnage, mais on en reparlera. On a Davos qui a perdu 2 doigts. Parmi les autres personnages un peu connus, Sander Clegane qui a la moitié du visage brûlé. Eileen Payne, si vous en rappelez un petit peu, qui a eu la langue coupée. Un personnage alors, qui est propre que à la saga papier, qui est Willow Tyrell, qui suite à un tournoi en fait a vu sa jambe écrasée, et justement en fait la question de son mariage ou non avec Sansa est une question par rapport à son handicap. Oui, je me suis trompée effectivement sur Davos, c'est pas 2 doigts, c'est pas 3 doigts, je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit 2 doigts et c'est le bout des phalanges qui ont été mutilés. Donc voilà, et c'est sans aussi compter la question des eunuques. Alors ça, on en a quand même beaucoup, les eunuques, que ce soit Théon, que ce soit les Immaculés, etc. Donc en fait, là, pour le coup, Martin, c'est quelque chose qui développe beaucoup. Et je vais finir là-dessus, quand même, un personnage emblématique, représentatif de ces handicaps acquis, Bran, qui, suite à une chute, devient paraplégique. Et là, pareil, c'est un élément déclencheur de son arc narratif, on en discutera, mais où justement c'est un autre personnage, un des autres personnages principaux point de vue, et donc là aussi on a toute sa réflexion intérieure par rapport à ça. Une autre, on va dire, typologie de handicap qui sont visibles dans la saga. Ceux-là, c'est toi, Symphonie, qui a été un peu plus sensible. Oui. Du coup, tu souhaitais plutôt parler de cette catégorie, même si, bien évidemment, le terme catégorie n'est pas forcément quelque chose de très péjoratif ici. Donc, en fait, c'est tout ce qui va se concerner, ce qu'on appelle les handicaps invisibles. C'est-à-dire qu'ils vont pas se voir si vous passez 30 secondes avec la personne ou qui sont pas forcément évidents. Donc on a par exemple tout ce qui va être handicap sensoriel. Donc dans le cas du trône de fer, des handicaps auditifs ou visuels par exemple. Donc là ici on a surtout, vous n'hésitez pas si je me trompe sur les détails des personnages. J'ai plus forcément tout en tête, mais c'est pas mal de choses qui vont être par exemple dues à l'âge. Par exemple, Maestremon qui est aveugle. A priori, c'est pas de naissance. C'est l'âge qui a fait qu'il a une cécité maintenant. On a aussi donc des personnages malentendants ou sourds. Moi j'ai plus trop le souvenir, mais il y avait un personnage de la garde de nuit par exemple, ou un personnage de la famille Frey. On a tout ce qui est terme parapluie, tout ce qu'on va mettre dans la sphère mentale ou cognitive. Donc c'est pas forcément évident avec le peu entre guillemets qu'on voit dans la série à déterminer le type de handicap exact. Par exemple un personnage pareil assez emblématique de la série qui va être Hodor. Donc moi j'ai vu en faisant un petit peu les recherches des articles qui parlaient par exemple d'autisme. Bon, vu le peu qu'on voit, je saurais pas dire. Il n'y a pas assez d'éléments pour vraiment être sûr. Et de façon générale, c'est assez compliqué sur la base de ce qu'on voit en fiction ou même dans la réalité d'établir des diagnostics ou non. Donc on va éviter ce genre de choses. Sachant que sur Hodor, on a quand même une réponse avec un trauma survenu dans son histoire à un moment qui donne un élément qui fait qu'on est, je trouve, pas forcément sur de la définition de... C'est plus un ressort dramaturgique qu'il a mis dans cet état-là que réellement une disposition, que ce soit à la naissance ou acquise. Inné, voilà. Ouais, voilà. Après, je sais plus si quand il était jeune, il avait déjà une sorte de déficience mentale, je ne sais plus. Mais voilà, il y a potentiellement effectivement ce trauma qui n'a pas aidé. Voilà. Après, on a aussi un autre terme qui est pas forcément évident, c'est tout le terme parapluie de la folie. Donc pareil, même dans la réalité, c'est pas toujours bien défini, c'est pas toujours évident, mais on a par exemple tout ce qui est la famille Targaryen ou ce genre de personnages-là. Donc on a aussi tout ce qui est la relation aussi entre différents personnages avec différents types de handicaps dans cette sphère-là. On pense à Hodor pour revenir à lui, qui va être amené à aider Bran
du fait que lui aussi est handicapé, etc. On en reparlera peut-être ensuite, mais c'est vrai que on peut s'interroger sur ce type de dynamique qui pose l'un comme aidant, mais comme il a un handicap aussi, il y a la double casquette, le personnage qui est handicapé, qui a ses propres contraintes, mais qui se retrouve à aider un peu à l'insu de son plein gré, puisque au début à part, on lui demande pas forcément son avis. Donc voilà, il y a ce type de relation qui peut aussi être vu sur différents types de handicap. Et tout ce qui est handicap, qu'on va dire sociaux, enfin tout ce qui va être des personnages qui vont avoir du mal à interagir avec les autres. Donc pareil, sans forcément mettre de diagnostic là-dessus. Mais par exemple, on a Sam, donc il va devenir ami avec John après sur la garde de nuit, mais qui est pas forcément à l'aise avec les autres pour diverses raisons. Peut-être pas uniquement à cause d'une anxiété sociale, mais du fait que voilà, il a de l'embonpoint, il est pas forcément à l'aise. Au niveau de sa famille, c'est un peu compliqué aussi. Enfin, ce genre de choses. On a Podrick, pareil, bon, qui est pas forcément à l'aise avec les autres. Brienne, elle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, du fait qu'elle a une morphologie qui n'est pas forcément la norme dans ce type d'univers, ça va lui créer aussi des problèmes d'interaction avec les autres, d'anxiété un peu sociale, etc. Voilà, donc ça c'est des handicaps qui sont aussi dus au fait qu'on est dans un univers pas forcément hyper inclusif, qui vont entraîner des difficultés pour ce genre de choses. On a aussi dans les handicaps un peu divers, donc tout ce qui est des personnages qui vont bégayer par exemple, qui vont avoir du mal à s'exprimer, tout ce qui est aussi albinisme, que ce soit au niveau des certains personnages humains ou des personnages comme Fantôme, qui est assez emblématique. Alors sur ce type de handicap, bon, j'ai l'impression que ça n'a pas été hyper exploré, enfin en détail, mais ça fait partie des handicaps qu'on peut trouver. Comme disait Retan, ce qui est intéressant dans le Trône de Fer, c'est qu'il y a beaucoup de types de handicaps représentés, ce qui est assez rare, d'où le fait qu'il y ait beaucoup de personnages qui sont concernés en fait. Eridan ? Oui, en plus, bon, sur la question de l'albinisme, il y a en plus des suspicions comme quoi Martin a des influences relativement médiévales et qu'il fait du coup des personnages atteints d'albinisme, des personnages un petit peu mystiques, et en plus de ça, qui pourraient être potentiellement liés les uns aux autres. Et effectivement, enfin, là, on se retrouve un petit peu aussi pris au piège de ce que je dénonçais tout à l'heure, à savoir qu'on est dans un univers médiéval. Donc, il faut se dire que les conceptions médicales de cet univers-là sont encore balbutiantes. Du coup, on a des typologies qui sont difficiles à définir, difficiles à rationaliser. Enfin, effectivement, on se rend compte que Odor, Bariol ou d'autres vont être simples d'esprit ou fous, mais c'est pas forcément les bons termes qui sont utilisés pour en parler. Les personnages qui sont mutilés, qui sont blessés, sont souvent traités d'infirmes, et effectivement, c'est pas non plus le bon terme pour en parler, en tout cas pas à notre époque. Et d'ailleurs, on peut remarquer que le cycle a été écrit il y a un petit moment. Donc pareil, il y a une évolution de ces sujets-là, même dans notre réalité. On avait des termes qu'on utilisait il y a 10, 15, 20 ans, voire plus, qu'aujourd'hui, on se dit, non, c'était peut-être pas les termes les plus adaptés, peut-être qu'il y a d'autres choses à dire ou d'autres manières de considérer. Donc... Après, je pense aussi et surtout que Martin veut représenter un monde réaliste, donc il se permet d'inclure énormément de handicaps dans ce qu'il écrit. Mais d'un autre côté, du fait que ce monde se veut réaliste, il représente ces formes de handicap de la manière la plus qui colle le plus avec la société telle que on la connaît, telle qu'on la pratique, à savoir une société de validistes. Mais on aura l'occasion d'y revenir lorsqu'on parlera plus spécifiquement de comment est perçu le handicap dans les différentes sociétés du Trône de Fer. Juste peut-être pour terminer sur le point des typologies, on a chez Martin, comme chez beaucoup d'autres auteurs, certains personnages qui ne sont définis que par une caractéristique qui est une caractéristique handicapante. Je pense notamment à un personnage qui est
le chef des gardes de Mélisandre que Stannis laisse auprès d'elle pour la protéger et qui est défini simplement comme un sergent manchot. Voilà, c'est quelqu'un qui a été blessé pendant une bataille et la seule chose qu'on sait sur lui, c'est même pas son prénom, c'est juste que il a perdu un bras. Alors c'est à la fois une manière de caractériser le personnage, de lui donner une forme en quelque sorte, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de ça touche tout le monde et tous les figurants peuvent porter une caractéristique handicapante. Je peux me permettre, Eridan, de nuancer un petit peu. On est quand même face à une œuvre qui comporte, au dernier comptage, entre 2000 et 2200 personnages nommés. Je pense que le fait d'avoir juste une caractéristique pour un personnage, au bout d'un moment, ça devient un peu normal aussi. Voilà. C'est juste pour... pour moi, c'était... Voilà. Oui, c'était même pas du tout un reproche, c'est juste une manière de dire que vraiment le handicap peut toucher tout le monde. Et là, quelque part, Martin joue son rôle de dire que ça peut être n'importe qui, à la fois quelqu'un de nommé et même de central comme Bran, Tyrion ou Jaime, mais aussi un personnage simplement de background. Ça banalise un petit peu aussi la présence du handicap. Exactement. En fait. Tout à fait. Le dernier point, moi, que j'aimerais soulever, parce que on le rappelle souvent quand même, et c'est important, il me semble, c'est que les personnages de Martin, tu viens de dire qu'il y en avait environ 2000, effectivement, ça reste quand même 2000 nommés, pardon, ça reste quand même très souvent des personnages masculins, et comme dans toute l'œuvre de Martin, moi, une chose qui me frappe, c'est que les personnages qui sont porteurs de handicap sont souvent des hommes. Donc, il y a un biais très certainement ici. On peut citer des contre-exemples, on a cité Brienne, Shoren, il y a tout un tas de femmes de la lignée Targaryen qui portent des handicaps, tout comme les hommes. Donc là-dessus, Martin ne fait pas vraiment de distinguo, je pense. Par contre, effectivement, comme le corpus comporte énormément de personnages masculins, on va essentiellement voir des personnages masculins atteints de handicap. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup le personnage de Sol dans les livres, parce que enfin on a une femme atteinte de nanisme et ça vient de donner un très beau contrepoint à Tyrion. Bref. Babar, tu avais une réaction ? Ah non, je ne peux que te rejoindre sur le personnage de Sol qui apporte une vision complètement différente de Tyrion sur le handicap, et je trouve que ça au-delà du questionnement que les personnages eux-mêmes peuvent avoir, c'est aussi une réflexion qui, je trouve, en fait, on peut partir de cet exemple-là pour nous-mêmes nourrir nos propres réflexions sur la façon d'aborder, en fait, le handicap, de le vivre. Et voilà, c'est juste le petit point. Maintenant qu'on a à peu près défini quel type de personnage on allait retrouver dans ces types de situations, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Martin a construit une perception du handicap dans la société, dans les différentes sociétés du Trône de Fer. Alors, ce qu'on peut noter comme point déjà, c'est que c'est une vision. On parlait tout à l'heure d'univers médiéval, mais c'est vraiment univers médiéval européen. Et parfois même certaines de ces caractéristiques. Attention, je vais lancer la balle à Babar. Certaines de ces caractéristiques qui viennent définir du handicap ou de l'étrange. Tout à l'heure, on a parlé de Maëlys le Monstrueux, par exemple. Il y a un peu d'exotisme là-dedans, on va dire, entre guillemets, d'orientalisme, puisqu'on va avoir à Essos des choses qui vont être considérées comme plus anormales et plus bizarres. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va se retrouver avec d'autres représentations du handicap, quoi. Mais complètement. Et puis après aussi, je voudrais rajouter que la vision médiévale, entre guillemets, de Martin, on n'est plus sur du médiévalisme, c'est-à-dire la façon dont Martin lui-même perçoit ce qu'il pense être de la réalité médiévale. Or, justement, Martin écrit dans les années 90, il s'est renseigné dans les années 90, en 30 ans. Désolée pour le coup dur, mais en 30 ans, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites justement sur la question des handicaps dans les sociétés du passé. Donc aujourd'hui, en fait, on n'a pas les mêmes connaissances sur justement comment étaient incluses ou non les personnes dotées de handicap. Qu'est-ce qui était justement considéré comme un handicap. Et il y a des colloques qui sont organisés assez régulièrement dessus. On aura l'occasion
l'occasion, je pense, d'en rediscuter, puisque justement, Chris l'avait un petit peu teasé, mais on va essayer de faire un deuxième podcast pour élargir avec notamment un point de vue aussi historien sur ce point-là. Sur la question du médiévalisme, j'aurais tendance à je reprends la parole pour te répondre un petit peu, Babar, mais je trouve que justement on a un grand nombre de personnages qui se retrouvent quand même confrontés à ce type de situation, qu'elles soient de naissance ou acquises en termes de handicap, et ça vient aussi nourrir la vision un peu dark du Moyen-Âge de Martine, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas si c'est peut-être un peu maladroit de le dire comme ça, mais je trouve que ça vient faire comme du coup on se retrouve avec des gens qui vont faire la guerre et qui vont se retrouver estropiés, par exemple, typiquement, ça va venir participer à une certaine imagerie un peu cradingue, quoi. Voilà. Oui, alors que bon, les gueules cassées de la Première Guerre mondiale... Ah bah oui, mais tout à fait. Ouais, c'est Première Guerre mondiale, quoi. C'est pas Moyen-Âge. Oui, et puis de toute façon, je m'écarte un peu du sujet, mais dans les représentations qu'on a du Moyen-Âge aujourd'hui, il y a beaucoup d'imageries issues des deux Premières Guerres mondiales qui ont nourri tout ça. Donc la boucle est bouclée. Je vais pouvoir repasser la parole à quelqu'un d'autre. Toi, du coup, Symphonie, comment est-ce que tu as perçu un peu cette vision qu'en tout cas les personnages ont de manière diégétique sur le handicap dans l'œuvre? Alors donc c'est ce qu'on disait, bon ça va avec cet univers-là qui est assez violent en règle générale, notamment avec tout ce qui sort un petit peu du cadre. Et du coup, il y a notamment comme représentation une grande part de validisme, en fait, qui existe aussi, même encore toujours, pas forcément représenté de cette façon. Mais c'est quelque chose d'assez réaliste malgré tout, mais qui va avec cet univers-là. Donc par exemple, typiquement on a, pour reprendre un personnage assez connu, on a par exemple Tyrion, qui est malgré sa haute naissance, malgré le fait qu'il soit né dans une famille noble, se retrouve un petit peu quand même rejeté par sa propre famille. À part Jaime, qu'il considère quand même comme son frère de façon assez normale, mais ça reste assez peu évident avec le reste de sa famille. Il reste un peu privilégié malgré tout du fait de sa position sociale, mais on parlait de Sol par exemple tout à l'heure, qui a pas forcément eu la même chance et qui se retrouve dans un cirque à devoir un peu faire des numéros pour survivre, etc. Donc on a aussi cet aspect de différence pour un même type de handicap. Il ne sera pas vécu, il y aura pas forcément les mêmes conséquences selon aussi le milieu social en fait de ces personnages-là. Même si on a quand même une réaction de rejet global sur ce type de choses. Donc on a aussi, par exemple, sur des personnages qui sortent de l'ordinaire, sans forcément parler de handicap, mais on parlait par exemple de Brienne ou des frères Clegane. Même si on n'est pas tout à fait dans ce cadre-là, le fait qu'on sort de la norme de façon morphologique, il y a le côté, ce qu'on disait, un peu monstrueux qui appelle à ce type d'imagerie-là, où on va avoir pareil un rejet de la société pour ces personnages-là, et de façon générale, les autres personnages vont pas forcément avoir des bonnes interactions avec eux de façon globale, quoi. Ils seront pas intégrés, disons, de la même façon. Va y avoir un certain jugement de ces personnages, un certain rejet, etc. Donc on a une souffrance à la fois qui est inhérente aux différents handicaps, même si là-dessus, je trouve que Martine a pas forcément mis l'accent là-dessus. Par exemple, on va assez peu parler, on va parler de ce qui se voit, mais pas forcément des douleurs, pas forcément des conséquences diverses et variées des handicaps. On va plutôt avoir l'œil extérieur en fait des autres personnages vis-à-vis des personnages qui sont handicapés en fait. Il y a un côté aussi un peu spectaculaire sur certains types de handicap, c'est-à-dire on va montrer le côté hors norme, même si Martine globalement il s'en sort plutôt bien il accentue pas trop non plus ce genre-là, mais même s'il y a un petit peu ça. Et il y a aussi tout un côté, alors j'aime pas le terme, mais dépassement de soi entre guillemets, c'est-à-dire que malgré les handicaps, on va avoir des personnages qui vont quand même
être autre chose que des handicaps, qui vont avoir des carrières entre guillemets de politiciens, qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu de manière ou d'une autre, malgré le validisme qu'on leur oppose. Donc il y a aussi ça qui est intéressant, mais sans misérabilisme en fait. C'est-à-dire on va pas prendre en pitié Tyrion, on va pas prendre en pitié forcément les personnages handicapés, mais par contre ce qui va être intéressant c'est de voir comment ils s'en sortent, comment ils gèrent ça et ce qui met des arcs narratifs plutôt intéressants en fait par rapport à ça quoi. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Symphonie, c'est-à-dire qu'en fait, Westeros, en tout cas la société de Westeros, celle qui est la plus représentée, te propose un idéal guerrier, et en fait tout ce qui va s'en éloigner, ça va être objet de moquerie, de condescendance, de sous-estimation des personnages. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans toutes les strates de Westeros, c'est-à-dire que les grands nobles veulent devenir chevaliers tous autant qu'ils sont, et les gens des îles de fer, tout bouseux qu'ils soient, oui non je ne les apprécie toujours pas, ont un idéal guerrier de rasieur, de pillard. Donc vraiment c'est cet idéal-là qu'il faut atteindre, et on voit bien qu'en fait le handicap va obliger les personnages à différents moments de leur vie, comme disait Symphonie, à envisager d'autres voies, parce que en plus de ça, la société leur fait sentir, leur fait comprendre que ils ne correspondent pas à cet idéal. Alors effectivement, c'est le cas de Bran qui va voir les regards navrés des visiteurs autour de lui, qui va être l'objet de condescendance. C'est le cas de Varys qui va être méprisé parce qu'il est eunuque. C'est aussi même le cas d'autres personnages très bien inclus dans la société, comme Wyman Manderly. Plusieurs fois, on a des personnages qui présuppose qu'il est faible parce qu'il est obèse. Lui-même va jouer de son obésité. D'ailleurs, d'un point de vue politique, il va entretenir cette image de faiblesse, se montrer particulièrement aimable avec les autres parce que il ne peut pas se battre. Il va prétendre auprès de Stannis qu'il ne peut pas monter à cheval pour mener ses armées, etc. Alors qu'en réalité, on découvre dans les livres que Wyman Manderly est un politicien et plutôt habile. Donc, il y a à Westeros une manière de percevoir le handicap qui est totalement biaisée en fait. Les preux chevaliers se croient les meilleurs, se croient les plus forts, et ils sous-estiment les personnes porteuses de handicap, alors qu'en fait, bien souvent, ces personnes-là vont développer d'autres qualités, d'autres compétences qui vont leur permettre de quand même mener leur barque. L'un des personnages effectivement qui symbolise le plus ça, c'est évidemment Tyrion. Tyrion, lui, à travers son nanisme, donc quand même c'est de l'inné, il va être confronté à des choses très particulières parce que le nanisme à Westeros c'est plutôt bien documenté grâce à ses chapitres à lui. On a même une page sur le wiki qui a été douloureuse à construire mais qui est passionnante derrière à relire. Là je l'avais pas relu depuis un an et vraiment replonger là-dedans, on se rend compte à quel point le nanisme peut être mal perçu à Westeros. Donc Tyrion part avec un sacré handicap. Il faut s'imaginer quand même que dans des archipels reculés de Westeros, la naissance d'un nain, c'est signe annonciateur de la mort, la maladie, l'hiver et tout ce qui s'ensuit. Et on a des personnages qui, au KLM, nous disent « Ah bah nous, quand il y a un nain qui naît, on le balance dans un puits ou alors on l'offre en sacrifice aux dieux. » Faut l'encaisser ça quand même. Et Tyrion a là-dessus un parcours qui est vraiment très intéressant parce que lui est une anomalie complète, pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais c'est une anomalie dans le sens où il naît au sein d'une très grande famille, l'une des familles les plus prestigieuses de Westeros. Il va recevoir une éducation qui correspond à l'éducation d'une très grande famille, et ces caractéristiques physiques font qu'il ne peut absolument pas prétendre au parcours guerrier qui est le parcours classique d'un noble à Westeros. Donc ça nous fait un parcours très très atypique et qui
va être très intéressant à suivre et à opposer ensuite à celui de Sol, comme je le disais tout à l'heure, parce que Sol, elle rentre beaucoup plus dans le schéma classique qui attendent les nains ou qui attendent les simples d'esprit, à savoir, puisque tu ne peux rien faire d'autre, en tout cas dans la mentalité de Westeros, je précise, et tu vas devenir bouffon. Voilà, comme ça on va rire de toi, on va se moquer de toi, et tu auras une utilité au sein de la société. C'est une manière de percevoir le handicap qui est extrêmement violente, extrêmement douloureuse. Et là-dessus, il y a un parcours des personnages, quand même, en particulier de Tyrion, qui est intéressant parce que lui-même rejette totalement ce destin de bouffon auquel la société aimerait le voir se conformer, et en même temps, il va reprendre certains des codes des bouffons, notamment avoir la langue un peu trop bien pendue, il le dit plusieurs fois que ça va lui jouer des tours. Il y a aussi d'autres choses, mais qui correspondent plus à des faiblesses peut-être d'écriture de Martin, notamment les acrobaties des jongleurs, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et ce rôle-là qu'il se refuse à endosser pendant longtemps, lorsqu'il ne peut plus se servir de sa famille et de sa noblesse pour se protéger, il finit par être obligé d'adopter cette carrière de bouffon pour essayer de survivre en accompagnant Sol, notamment. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de très intéressant sur ces parcours-là. Mais du coup, Babar, est-ce que tu veux développer un peu plus cette idée de bouleversement des plans de carrière ? Ouais. Si je peux juste me permettre une incise sur Tyrion, il y a quand même, au-delà du côté guerrier, il y a une deuxième position qui lui est refusée quand même, qui est d'hériter de la maison. Techniquement, il devrait hériter. Il y a beaucoup de choses qui lui sont refusées. Oui, mais notamment, techniquement, c'est le dernier en lice puisque Cersei est mariée, Jaime est dans la garde royale. Tywin n'a pas d'autre héritier, et c'est quand même sa principale bataille, ça va être de pouvoir faire valoir son droit au nom Lannister, finalement. Bien sûr. Et peut-être pour finir sur Tyrion, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on a quand même un personnage qui se bat à plusieurs reprises. Que ce soit sur la route qui l'amène au Val d'Arin, que ce soit sur une des premières batailles de la guerre des Cinq Rois, que ce soit pendant la bataille de la Nera. En fait, on a quand même un personnage on essaye justement de l'écarter de cette carrière d'un noble classique de Westeros qui est un métier d'armes, mais néanmoins on l'a quand même à plusieurs reprises sur les champs de bataille. Mais il n'obtient aucune reconnaissance pour ça généralement. Il n'obtient aucune reconnaissance. Et effectivement, puisque sur la bataille de la Nera, dont en plus il a été un des stratèges, il est gentiment mis de côté quand même. Voilà, mais effectivement, c'est intéressant de voir qu'on a quand même pas mal du fait de ces handicaps, des plans de carrière qui sont complètement bouleversés, puisque les personnages en fait ne peuvent pas, ou en tout cas surtout on leur refuse l'accès au schéma classique de ils deviennent des guerriers. On a le personnage de Jaime qui est assez emblématique de ce point-là, où Jaime, on a quand même un des meilleurs guerriers de cette couronne, il fait partie de la garde royale, il a quand même pas mal de faits d'armes à son CV, et il a notamment tué le roi Harris. Alors ça, c'est pas un fait d'armes dont il se vante beaucoup, et c'est une tâche infamante, mais il n'empêche que c'est un guerrier qui, au cours de son parcours, de son arc narratif, perd sa main d'arme. Donc en fait, perd son identité de guerrier, et c'est à partir de ce moment-là que on a un personnage qui va justement, en perdant cette main, alors il le dit, c'est la main qui a tué Aerys, qui a poussé Bran, et avec laquelle il faisait des trucs avec Cersei, je rentre pas dans les détails, mais en tout cas ça amène à une remise en cause profonde de son identité, mais aussi de la suite de sa carrière entre guillemets, puisque et puis ça on lui envoie vraiment dans la tronche, c'est en fait tu sers à rien en tant que protecteur du roi puisque tu ne sais plus te servir d'une épée, mais du coup il va réussir quand même à rester dans la garde et à se réinventer en allant davantage sur le côté gestion d'hommes et stratégie militaire. Donc aussi une façon en fait une carrière est bouleversée, mais il arrive à rebondir sur d'autres aspects.
De manière générale, vous l'avez bien dit, hein, mais les plans de carrière sont aussi moins prestigieux pour les personnes qui sont porteuses de handicap. Hein. C'est notamment, on le voit avec la figure de Sol, hein, c'est que être atteint d'un handicap vous écarte assez largement d'une vie en fait assez classique. Tyrion n'en réchappe pas que parce que Tywin a une trop haute opinion de sa propre famille. Après, Tywin dit clairement à Tyrion qu'il a pensé le balancer. Hein. Donc voilà, on est quand même sur une limite, un équilibre qui est très très précaire. Dans la série, il me semble. Pas sûr qu'ils disent ça dans le livre aussi. J'ai un doute. Vous qui écoutez ce podcast, dites-le nous en commentaire. Voilà. C'est surtout que Tywin aussi le renvoie de temps en temps beaucoup à cette carrière-là, en fait. Il lui envoie souvent dans les dents, mais tu es un bouffon si tu crois ça, tu mérites une livrée de bouffon si tu crois ça, tu fais des acrobaties, je vais t'habiller comme un bouffon. C'est quelque chose auquel il le renvoie en permanence. Il y a quand même aussi une construction en dualité vis-à-vis de ça, où Tywin oppose le fait d'être un Lannister, comme tu le disais, aux bouffonneries. Et puis, mais justement, en parlant de ça, on a quand même Tyrion qui subit des violences, mais extrêmes en fait, pas physiques, hein, mais le fait d'être traité de cette façon, on est sur un cas de violence, de harcèlement en fait. Et du coup, ça impacte forcément sur les constructions personnelles qui sont très compliqué. Hein. Tyrion, lui, il est particulièrement tiraillé entre les codes familiaux. Hein. C'est un Lannister. Leur symbole, c'est le lion. Hein, donc c'est quand même l'animal puissant par excellence. Et il y a aussi les codes de la société que la société projette sur lui. Il y a cette scène aussi à un moment donné où Tyrion accueille Oberyn et Oberyn lui renvoie tout de suite moi on m'avait dit que vous étiez né un monstre et en fait non, je vous étais juste petit. D'accord. Donc en fait voilà, il y a ce côté la société en fait renvoie une image négative et forcément ça aide pas à la construction des personnages. On a quand même des personnages qui cherchent à s'adapter, alors soit pour continuer en fait à avoir des activités. On pense au fait que Tyrion par exemple pour monter son cheval a une selle spéciale qui va servir de base de schéma préparatoire à la propre selle de Bran qui va lui permettre en fait de monter à cheval. Hein, donc ne pas lui interdire non plus les aspects de la vie quotidienne. Bon, même si la première sortie de Bran pour le coup s'achève dans un moment assez catastrophique. On a Jaime qui se fait faire une main d'or. Hein, qui justement vient remplacer, pas remplacer parce qu'il peut pas s'en servir, mais qui vient se porter sur son moignon. Là ici, on est plutôt sur une question de représentation dans la société, c'est-à-dire qu'il va se présenter avec ses deux mains. Il y a un gant sur sa main d'or parfois. Et on pense aussi aux chaises roulantes ou aux porteurs qu'a Doran justement pour se déplacer. Alors, au-delà des représentations qui sont internes à l'œuvre, il y a une question qui se pose, finalement, maintenant qu'on en est là, c'est, on va dire, est-ce que la vision de Martin, des personnages porteurs de handicap, commence à se... où est-ce qu'on se situe ? Est-ce qu'on est plutôt dans le cliché ? Est-ce qu'on est dans le renouveau ? Est-ce qu'on est est-ce qu'il y a eu un avant et un après le Trône de Fer dans ce type de représentation ou pas ? Là, je pense que là-dessus, Symphonie, tu pourras peut-être un peu plus nous répondre. Alors oui, donc comme je disais, je pense que Martin s'est dans l'ensemble assez bien débrouillé, surtout qu'il n'avait pas forcément le recul qu'on a maintenant sur ces questions-là. Après, il échappe pas à certains clichés, mais sans vouloir lui jeter la pierre. C'est pas le seul auteur à être entré sur ces clichés-là. C'est même des clichés qu'on peut retrouver ailleurs que dans la fantasy. Un cliché par contre qui est assez spécifique pour le coup à l'imaginaire, c'est l'association de handicap et de tout ce qui est ésotérique, un peu mysticisme, etc. C'est-à-dire que par exemple pour reprendre l'exemple d'Arya, qui pendant son apprentissage de son visage par exemple perd la vue, elle va développer un certain nombre de caractéristiques liées à ça.
bon, qui sont pas forcément hyper réalistes. Bon, après, en même temps, l'apprentissage des sans visage a aussi un côté un peu surnaturel, donc on n'est pas forcément sur une représentation réaliste. Plus évident, on a aussi Bran. Bran, donc qui est paraplégique, donc comme on le disait, qui la voie guerrière, la voie chevaleresque lui est désormais plus permise, mais qui va se tourner un peu plus vers le surnaturel, qui petit à petit, au fur et à mesure de la série des livres, va devenir en fait ce qu'on appelle la Carnaille à 3 yeux. Donc, il va vraiment plus se diriger vers un aspect magique. En fait, il y a cette idée du handicap entre guillemets transcendé par du surnaturel, donc soit par des caractéristiques supplémentaires, soit vraiment par une acquisition de la magie qui vont faire que le personnage, finalement, son handicap devient plus si important que ça dans son parcours, entre guillemets. Après, on a aussi tout ce qui tourne. Alors là, c'est un petit peu pareil, c'est un peu difficile à définir tout ce qui est, par exemple, si je reprends la ligne targaryenne où il y a une idée de folie, etc. Est-ce que c'est une folie due à un souci génétique ou quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose de un peu plus surnaturel? Bon, c'est pas forcément facile à définir. On a aussi l'idée du sage. Par exemple Estremon ou des choses comme ça, où il y a le côté toujours un peu mysticisme de l'handicapé qui voit plus, qui voit au-delà, qui est plus sage, qui voit plus loin. Bon, pareil, on est quand même assez pas mal sur le cliché, qui est un cliché positif entre guillemets, mais qui reste un cliché en fait. Donc il peut donner une vision un peu déformée de la réalité. Bon, ça, c'est, comme je disais, c'est pas spécifique à la culture de Martine forcément, mais c'est vrai que c'est un cliché qu'on peut retrouver pas mal. Après Martine, bon, je connais pas sa biographie, mais bon, ça reste un auteur valide, donc forcément, il n'a pas forcément la vision interne qu'on peut avoir en tant que personne handicapée, et même les personnes handicapées. Par exemple, moi, si je prends il y a quelques années, j'étais pas du tout sensibilisée sur ce type de questions. Donc c'est pareil dans son parcours personnel, on peut aussi avoir des personnes valides qui, par leur parcours, vont être sensibilisées quand même à ces questions-là, et à l'inverse, des personnes handicapées qui sont plus ou moins sensibilisées. Donc je pense que Barbare voulait peut-être dire quelque chose. Ouais, justement sur la question de Martine qui n'est pas très sensibilisé et en fait il le reconnaît lui-même puisque à un moment donné justement sur la question de Tyrion qui fait des cabrioles qui ne sont pas possibles, en fait il a dit bah oui mais en fait moi j'avais fait ça parce que ouais il y a le côté un peu bouffon que je voulais mettre en avant, mais en fait je m'étais pas assez renseignée tout ça. Après je connais pas les livres qu'il aurait pu lire sur le sujet, ce serait éventuellement une question à lui poser et je ne sais pas non plus dans quelle mesure est-ce que depuis justement la sortie des premiers tomes du Trône de Fer est-ce qu'il a évolué. Moi, juste par rapport au point que tu soulevais, Symphonie, il y a quelque chose qui me semble intéressant, et je pense que du point de vue de Martine, il y a quelque chose de l'ordre de l'affiliation, c'est le super-héros, en fait. Martine, il est intéressé par le super-héros en situation de handicap, et je pense que Bran, on peut faire le parallèle assez simple avec le professeur Xavier à un certain stade. Oui, tout à fait. Oui. On peut avoir également Arya qui perd la vue et qui développe d'autres sens, on est en plein Daredevil. Voilà, donc du coup, on a tout un tas de choses comme ça, tout ce qui va venir s'expliquer par du surnaturel ou du pseudo-scientifique dans les univers de super-héros. On va retrouver ça, mais à la sauce fantasy chez Martine. Eridan ? Je pense que Martine là touche à quelque chose où en fait il est comme n'importe quel autre auteur, qu'il soit valide ou pas, à savoir on veut représenter une minorité quelle qu'elle soit, que ce soit un homme qui écrive sur les femmes, que ce soit un blanc qui écrive sur les noirs, que ce soit un valide qui écrive sur des personnes en situation de handicap, ou même d'autres d'ailleurs. Il faut se poser la question de qu'est-ce que ces caractéristiques qu'on donne aux personnages vont leur apporter ou vont leur enlever. J'avais lu ça notamment sur l'un des articles du blog de Symphonie où elle disait moi je peux être porteuse de handicap, oui, mais c'est pas pour autant que je saurais parler de n'importe quel handicap dans mes écrits. C'est bien ce que tu écrivais. C'est ça, tout à fait. Parce que par exemple, pareil, pour reprendre mon cas personnel, moi je peux parler pour les handicaps qui me concernent, et encore, c'est-à-dire que si on prend plusieurs personnes autistes par exemple,
on n'a pas le même vécu, tout simplement parce que des fois on n'est pas diagnostiqué au même moment. Moi j'étais diagnostiquée, j'étais déjà adulte, donc c'est à dire que j'ai grandi entre guillemets comme une personne neurotypique. Ça, du coup j'ai pas forcément la même expérience, et tout simplement on n'a pas les mêmes. Alors je mets des gros guillemets à ce que je vais dire, mais on n'a pas forcément les mêmes contraintes, les mêmes difficultés, les mêmes symptômes, en mettant des gros guillemets à ça. Mais du coup, même un roman ou quelque chose écrit par une personne concernée, c'est pas la vérité universelle en fait. Ça va pas englober tous les types de handicap, et même sur un handicap précis, ça va pas englober toutes les personnes touchées par ce handicap. En fait, il y a forcément des constances, mais on peut pas. C'est trop vaste en fait pour qu'on puisse avoir une voix universelle là-dessus. Babar, tu voulais un dernier petit mot pour terminer sur ce sujet-là, peut-être ? Sur la question des inspirations, je vais rester là-dessus. On a aussi Martine qui aime bien exagérer certains aspects. Par exemple, le personnage de Tyrion, puisqu'on en parle, qui est déjà atteint de nanisme, qui finit quand même avec un néanmoins. Bon, voilà, il aime bien beaucoup en rajouter. Alors, sachant que pour Tyrion, une des inspirations que Martine revendique, c'est Richard III, qui est de Shakespeare, pour le coup, pas le personnage historique, mais vraiment celui de Shakespeare, qui est présenté comme vraiment le monstre, qui est bossu, enfin voilà, qui est assez négatif. Il va aussi s'inspirer des fous de l'époque moderne, puisqu'il a lu quelques ouvrages là-dessus, mais il va le remodifier à sa sauce pour en faire aussi des personnages qui vont lui l'intéresser d'un point de vue narratif et pour développer ses aspects. Bon, après on le voit, on le voit avec Tyrion, c'est que on a un personnage qui ne se réduit pas non plus à son handicap, à ses handicaps, comme pas mal de personnages principaux point de vue. En fait, ce sont pas que des personnages fonctions, que des personnages qui se réduisent à ça. Il y en a certains effectivement dans la saga qui le sont, mais l'avantage de la saga de Martine, d'avoir un cycle aussi grand et avec autant de personnages, ça lui permet quand même d'avoir une diversité de plusieurs personnages. Certains se limitent à leur handicap, mais d'autres pas uniquement. Et après, comme il le dit, ce qui l'intéresse aussi, lui, c'est l'aspect humain et les conflits que l'humain va lui-même ressentir. Il y a quelque chose que je voulais ajouter, que je trouvais intéressant. On revient encore au personnage de Tyrion, mais c'est l'aspect. Alors, je sais plus les mots exacts, mais c'est ce qu'il dit en fait à Jon au tout début. Jon qui, du fait de sa condition de bâtard, il sait pas trop comment le prendre, il sait pas trop comment gérer la situation. Et c'est en fait Tyrion qui va un peu l'aider, en lui disant que donc c'est ce qu'on appelle en fait l'inversion du stigmate, c'est-à-dire on l'insulte Jon de bâtard. Et Tyrion va lui conseiller, comme lui a pu se réapproprier les termes d'handicapé alors je sais plus comment on l'appelle, mais de nain, etc. De lutin, voilà, merci. De la même façon, en fait, il va lui conseiller ça. Donc je trouve ça assez intéressant, cette dynamique du personnage handicapé qui va se retrouver à aider un valide, finalement, qui est oppressé aussi, qui est discriminé aussi, mais pas pour un handicap. Mais voilà, je trouve ça intéressant, cette dynamique du personnage handicapé qui se retrouve en position d'aidant et de guide, en fait, pour Jon. Alors, que reste-t-il de tout ça dans la série télévisée? C'est le point suivant. Alors on va rester un peu bref sur le sujet. Sachez juste que du coup Game of Thrones, au moment de sa deuxième saison, du coup pour sa deuxième saison, a reçu un Media Access Award. Donc les Media Access, les Media Access Awards, pardon. Ce sont des récompenses qui sont données à des films ou des programmes télévisés qui présentent le handicap comme une caractéristique normale finalement de l'humanité et une composante de leur récit. On a dans ceux qui ont été récompensés, on a Glee par exemple à une époque. Alors là, je commence à parler de trucs un peu vieillots, mais Breaking Bad également. Enfin, tout un tas d'œuvres qui ont permis de faire évoluer un petit peu cette vision. Ce qui peut sans doute sembler un peu étrange, je pense, dans la fin du traitement, en tout cas à mon sens, du personnage de Bran dans la série, puisque
Je vais passer la parole à Eridan sur le destin des trois grands personnages, enfin des trois personnages principaux qu'on va retrouver dans la série télévisée, qui sont Tyrion, Bran et Jaime, qui ont été, qui sont mis en valeur. Mais le personnage de Bran, on peut pas dire qu'il a un traitement non plus particulièrement poussé, sachant qu'il a disparu pendant toute une saison dans sa version télévisuelle, quoi. Je trouve que Game of Thrones a passé à la moulinette l'œuvre de Martin sur bien des points, et notamment sur la question du handicap, où j'ai le sentiment que effectivement c'est une thématique qui est abandonnée en cours de route, qui n'est pas du tout traitée. L'un des stigmates pour moi d'ailleurs du fait que ça n'intéressait pas tant que ça les showrunners, c'est l'absence du personnage de Sol, c'est l'absence du contrepoint sur le nanisme. Tyrion se retrouve à être le seul nain qu'on va croiser dans tout Game of Thrones. Et de la même manière, je me dis qu'il y a quand même certains personnages, certaines trames où on aurait pu revenir à cette thématique importante du handicap, et où les showrunners avaient Star Wars en tête et ils se sont dit non, on va rusher la fin sur 6 épisodes et ça nous fera une saison 8 et puis ça suffira bien. Bon, voilà, c'est un peu décevant de ce point de vue-là. Ceci étant dit, est-ce que Game of Thrones propose une mauvaise conclusion pour les personnages en situation de handicap? Non, pas tant que ça, en tout cas pas plus que pour les valides finalement, si on regarde bien. Cette phrase est terrible. Voilà. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire que c'est un peu décevant pour tout le monde finalement. Jaime, son handicap, on finit finalement très vite par l'oublier, d'autant que au bout d'une saison, ça y est, il sait à nouveau se battre, mais cette fois de la main gauche, et ça n'amène à rien par rapport à la résolution de sa propre trame. Ça n'est plus du tout une question par rapport à sa propre trame par la suite. Ils ont préféré insister sur ses amours avec Brienne, avec Cersei. Voilà, c'est la thématique pour moi a été tuée dans l'œuf, on va dire. Pour ce qui est de Tyrion et Bran, malgré leur handicap, on pourrait dire en mettant des guillemets, ils vont tous les deux arriver au pouvoir. C'est pas très satisfaisant, hein, on le redit à chaque fois, mais voilà, ça nous montre quand même quelque chose de sans doute assez positif dans la représentation quand même, si on y réfléchit par ce biais-là, dans le sens où Tyrion a beau être nain, il arrive à convaincre d'abord Daenerys, puis Bran de ses compétences, et donc il devient leur conseiller. Et Bran, lui, alors que, comme tu l'as rappelé, Chris, il est complètement oublié pendant toute une saison, alors même que les showrunners, visiblement, ne savent pas trop quoi faire de ce personnage. Finalement, dans le dernier épisode, on apprend que c'est lui qui avait l'histoire la plus intéressante, et ça, c'est ce qui permet de justifier le fait qu'il devienne roi des 6 couronnes. Bon. Allez, on va dire que quelque part, en termes de représentation, c'est positif, et on va oublier qu'en fait, c'est très très nul d'un point de vue narratif. Peut-être quand même aussi rappeler que le dernier épisode de la série s'appelle Bran le Brisé. Voilà, il y a quand même quelque chose de positif qui ressort de tout ça. Voilà, je m'arrête là. On va dire que dans les aspects positifs qu'on a de la série, il y a quand même pas mal de prises de parole, notamment sur le sujet du nanisme de Peter Dinklage. Je pense que sa symphonie, tu voulais en parler, ça a quand même mis en lumière dans le monde réel, du coup, des personnes qui, pour le coup, étaient représentées à l'écran. C'est ça. J'élargirai un petit peu après, mais par rapport à Peter Dinklage, il avait tourné avant, par exemple dans les Chroniques de Narnia, où il faisait un nain au sens magique du terme. Et c'est vrai qu'il était intervenu là-dessus en disant qu'il en avait un petit peu assez que les personnes qui ont atteint de nanisme dans la réalité se retrouvent assez souvent dans des rôles un peu de ce genre-là, un peu soit des nains entre guillemets surnaturels, soit des freaks, soit ce genre de choses. Et c'est vrai que Game of Thrones, l'avantage c'est qu'on remet en fait un côté un peu réaliste là-dessus, c'est-à-dire un acteur, donc en l'occurrence Peter Dinklage, il a une achondroplasie,
en fait, et qui se retrouve à jouer un personnage qui n'est ni un nain magique ni autre chose, mais qui est une personne, un personnage pareil atteint de nanisme. Donc dans le cas de Tyrion, c'est pas exactement quelle forme particulière, mais disons on se retrouve sur quelque chose d'assez réaliste. Et du coup, c'était assez intéressant qu'on ait une personne concernée qui intervienne directement sur ce type de représentation dans le cinéma ou dans les séries. Et de façon un peu plus large, au niveau représentation des acteurs et actrices, c'est aussi un sujet en fait, parce que souvent, alors j'ai plus les chiffres, mais pour incarner des personnages handicapés dans des séries ou des films, on va assez facilement caster des personnes valides. Ce qui pose plusieurs problèmes, puisque déjà, une personne valide, même si c'est un très bon acteur par ailleurs, aura pas forcément le vécu que pourra avoir une personne handicapée qui se retrouve à jouer un personnage handicapé de la même façon. Et d'autre part, un acteur ou une actrice handicapée, on va pas forcément la caster sur des rôles de valide. En fait, donc ce qui fait que c'est un peu la double peine, avec des acteurs et actrices qui non seulement ne peuvent pas jouer leur propre rôle, et à qui en plus on refuse de jouer des rôles de valide. Donc donc ça c'était un peu la bonne chose d'engager Peter Dinklage sur ce projet. Donc à l'époque en fait du tournage, il y avait donc un seul acteur à ma connaissance qui était visiblement handicapé, qui avait été casté comme acteur handicapé. Depuis, ça c'est un petit peu, on a appris certaines choses sur certaines actrices notamment Emilia Clarke, qui a eu des soucis, qui a fait des accidents vasculaires cérébraux en fait, qui lui ont laissé des lésions cérébrales. Je crois qu'elle a eu un problème d'aphasie notamment sur les tournages qui ont un peu compliqué la tâche. Et d'autre part, Bella Ramsey, qui jouait Lady Mormont dans la série, qui a appris très récemment, je crois que c'était pendant le tournage de The Last of Us, qu'elle est autiste en fait. Donc elle n'a pas été castée comme actrice handicapée à la base, mais du coup elle s'est retrouvée quand même à pouvoir jouer sur le tournage. Donc ouais, je pense que Eridan voulait juste mentionner un petit quelque chose. Après, là, ce que tu évoques, ça nous renvoie quand même à vraiment cette question de handicap visible ou invisible. Et comme tu le dis, il y a des personnes qui sont porteuses de handicap qui se retrouvent à tourner dans Game of Thrones et à découvrir en cours de route peut-être leur handicap. Mais ça pose une question quand même sur la représentation au sein de Game of Thrones, puisque ces handicaps-là restent des handicaps invisibles. Ça ne donne pas forcément. Enfin, a posteriori, on peut se dire qu'il y a du coup une belle diversité au sein du casting de Game of Thrones. C'est presque un peu dommage quand même que ce ne soit pas, que la série ne serve pas à justement sensibiliser sur les questions de handicap. Surtout que là où j'ai parlé des acteurs et actrices, mais on peut aussi se poser la question sur toutes les intervenants en général qui peuvent intervenir sur une série ou un film, puisque c'est pas un film ou une série, c'est pas uniquement les acteurs et les actrices. Et c'est vrai qu'en termes de représentation, il y a à la fois les personnages, mais aussi toutes les personnes qui vont graviter autour et qui peuvent aussi sensibiliser et montrer que des personnes handicapées sont aussi des personnes entre guillemets lambda qui peuvent faire tout un tas de choses sans forcément que le handicap soit le premier point qu'on va remarquer, quoi. Moi j'ai juste en y réfléchissant là, ça m'a frappé là pendant que tu parlais, mais je me souviens des annonces de casting à l'époque des Noces pourpres, du coup, où pour le coup, ça c'est pas propre à Game of Thrones, hein, c'est tout Hollywood. Dès qu'ils ont besoin de faire une bataille rangée et de mettre des membres découpés à l'écran, embauche tout un tas de gens à qui il va manquer pour le coup un bras, une jambe, des choses comme ça, pour pouvoir leur mettre des prothèses et les arracher devant l'écran. Donc en fait ça limite aussi un peu, on va dire, les possibilités quand on t'embauche pour ton handicap physique.
c'est pour s'en servir de manière à montrer quelque chose qui est éminemment pas forcément positif, même si j'ai souvenir qu'il y avait des gens qui avaient fait un petit reportage là-dessus justement, en disant que c'était quand même plutôt rigolo comme moment de tournage, mais bon, ça reste... Oui, ça limite un petit peu voilà, ça limite un petit peu les possibilités de montrer ton jeu d'acteur, quoi. Voilà. C'est ça. Babar, sur l'héritage peut-être de Game of Thrones dans House of the Dragon, très rapidement. Ouais, parce qu'on a du coup une deuxième série. Alors on va ici juste parler de la saison 1. On va un peu spoiler la saison 1, pas beaucoup, mais bon, quand même, si vous l'avez pas vue, éventuellement, mettez sur pause. Mais on a déjà, au niveau de l'adaptation, on a un personnage atteint de lénisme qui est présent dans les bouquins, mais qui ne l'est pas dans la version série. C'est Champignon, c'est le narrateur enfin le narrateur, une des sources de la danse des dragons. Alors pour le coup, ça a beaucoup choqué les gens, enfin beaucoup rendu triste les gens qui n'apparaissent pas, parce que c'est quand même un personnage qui est très emblématique, qui est assez marquant quand on lit, qui va en plus raconter le plus d'histoires grivoises. Je trouve personnellement que c'est pas plus mal, parce que je trouve que le personnage de Champignon est très cliché dans les bouquins de Martin. On a vraiment toute la représentation du fou qui va beaucoup être porté sur la sexualité, qui est beaucoup limité à son rôle de fou, même si il est une source. Voilà, je trouve que le personnage est un peu cliché. Après, bon, ils auraient pu quand même en faire quelque chose d'autre, hein. Pour le coup, la question d'adaptation, ils peuvent complètement transformer le personnage. On a en revanche dans House of the Dragon, on va dire que s'ils l'avaient adapté tel quel, ils auraient tiré contre leur camp par rapport à Peter Dinklage, je pense, quoi. Mais voilà. On a par contre le personnage de Laris Fort, alors qui est pied-beau, hein, dans les livres, mais c'est pour le coup, c'est juste une caractéristique qui est dite comme ça, mais qui est pas du tout un élément narratif ou quoi que ce soit dans les bouquins. Par contre, dans la série, ils en font vraiment un personnage qui va, par exemple, développer. Alors, le lien n'est pas fait explicitement, mais qui va développer un fétichisme des pieds. Et j'ai trouvé ça assez maladroit en fait, parce que le sous-entendu derrière, même si c'est pas expliqué, le sous-entendu c'est que il a un handicap à son pied, du coup il va se tourner vers un fétichisme qui est censé remplacer le handicap qu'il a. Donc vraiment, j'ai trouvé pas du tout ça très subtil et très positif, surtout que Larry, c'est déjà un personnage qui est assez négatif. Bon, ça après, personnage négatif, porteur d'handicap, il n'y a pas de problème en soi. Au contraire, ça montre justement que il y a une grande diversité. Mais j'ai trouvé vraiment dommage d'être pas subtil à ce point. Eh bien voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de ce qu'on avait à raconter à peu près sur le handicap et les représentations du handicap dans le Trône de Fer. Juste avant de nous quitter, je ne sais pas à qui je passe la parole, par rapport à ce qui est de l'accessibilité aujourd'hui de l'œuvre, parce qu'on peut en parler aussi, hein, l'œuvre est accessible ou non à certaines personnes. Je sais pas qui je lance là-dessus. Babar. Alors l'œuvre, elle est disponible en format dématérialisé, donc il peut être réutilisé, réemployé par des logiciels aujourd'hui. Alors il faut des logiciels pour les lire, mais notamment pour un passage à l'audio. Il y a quand même des audiobooks qui existent sur la saga principale, qui sont lus par Bernard Métro, donc avec c'est un audiobook, quoi, donc avec une forme de jeu d'acteur. Les cinq intégrales sont bien sorties. Il semblerait, alors on a Feu et Sang aussi qui a été pareil lu par Bernard Métro. Il semblerait qu'il y ait un projet qui se fasse autour, alors c'est pas certain, mais qui se fasse autour de la chronique des Chevaliers Errants, donc les 3 nouvelles de Dunkelhoff, qui va être adapté justement cette année en série. C'est peut-être pour ça qu'ils ont lancé le projet audiobook. Après, c'est vrai que malheureusement, pour les œuvres comme L'Ère du Dragon ou les origines de la saga, il y a vraiment pas grand-chose qui est fait. Ni en audio, ni en transformation, parce qu'en fait, quand ils ont fait le livre et notamment acheté les droits du livre, c'est la maquette en fait, donc il y a assez peu de transformations qui sont.
Eh ben merci Babar, merci Eridan, et puis merci Symphonie d'être venu dans le son du mur, d'être venu patrouiller avec nous. Merci à vous. Il va être temps de nous laisser, et pour le coup, vous avez pu remarquer que le rythme du podcast était un petit peu, on va dire, au fil de l'eau en ce moment. On est sorti un peu de ce qu'on avait auparavant, qui était de l'ordre de la sortie mensuelle. Donc on reviendra avec la deuxième partie, donc qui s'intéressera aux représentations des handicaps dans les différentes œuvres de fiction, notamment en fantasy, mais on peut pas vous donner une date précise pour l'instant. Donc d'ici là, n'hésitez pas à réagir et à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode-ci. N'hésitez pas à aller voir le blog de Symphonie, et on se retrouve sur les réseaux sociaux pour de nouvelles aventures très bientôt, et on espère que vous vous portez bien où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Salut!